Bonjour, nous voilà de nouveau pour la suite de Sweet Sixteen. Alors si vous êtes prêts à retrouver Grace et Molly, c'est parti. Depuis qu'elle avait mis le pied à l'intérieur du lycée, Molly ne maîtrisait plus rien. Sans repère, elle avait l'impression que son seul but consistait à devoir avancer derrière Esperanza Sanchez en évitant des météorites. Molly avait grandi dans le rejet et le mépris des Blancs, au mieux dans leur indifférence. Mais jamais elle n'avait cru devoir faire face à une telle concentration de brutalité. C'était tout simplement ahurissant. Molly esquiva une règle de fer qui termina sa course par terre. Sa cousine, Mahé, avait raison. Qu'est-ce qui lui avait pris de s'embarquer dans un truc pareil? C'était de la folie furieuse. Où dois-tu aller maintenant? Demanda Esperanza d'une voix sèche. Molly attrapa son emploi du temps, le geste maladroit. La feuille tremblait entre ses doigts. En cours de sport, je crois. Son guide soupira. Il va falloir sortir du lycée. Les cours ont lieu dehors, sur le terrain de sport. Je vais t'y conduire. Dépêche-toi et tâche de ne pas te faire remarquer. Ne pas se faire remarquer. Dans sa tête, Molly s'entendait rire comme une forcenée. Sur le terrain de sport, plusieurs groupes de filles étaient déjà installés, visiblement en train de commencer des matchs de volley-ball. Le professeur était une femme, plutôt surprenant dans une telle discipline. Grande et athlétique, elle s'approcha de Molly en souriant et l'invita à prendre place parmi le groupe. Molly fut soulagée de ne lire dans son regard aucune animosité particulière. La femme agissait comme si sa présence était normale, alors que Molly, elle, se sentait comme un cafard dans le fond d'un évier. Le cœur battant, la jeune fille s'avança sur le terrain, tentant de se concentrer sur le jeu à venir. Par bonheur, elle en connaissait bien les règles, et elle était plutôt vive. Très bien, elle n'aurait pas l'air complètement stupide. Les filles avaient arrêté de jouer, bien plantées sur leurs jambes, les poings sur les hanches. Elles regardaient Molly d'un œil mauvais. Puis, au coup de sifflet du professeur, le match reprit. Molly se concentra sur la balle, ne serait-ce que parce que cela lui évitait de croiser le regard des blanches, ce qu'elle avait toujours appris à faire, surtout depuis le meurtre d'Emmett Till, 2 ans plus tôt. Le ballon siffla plusieurs fois à ses oreilles, et malgré ses efforts, Molly ne put le renvoyer, ne serait-ce qu'une seule fois. C'est alors qu'elle comprit. C'est son visage qui était directement visé. Trop tard. Le choc la fit vaciller. Elle porta ses mains à sa tête et son regard se troubla. Yippee! Hurla une grande blonde en souriant de toutes ses dents. Molly se retira du terrain en titubant. En l'espace d'à peine 1 heure et demie, il ne restait plus rien de l'enthousiasme et de la curiosité avec lesquels elle avait voulu partir. Ce dernier coup l'avait même empêchée de passer par le stade de la colère. Toute cette tension l'avait lessivée. Ses pensées étaient décousues. Et elle n'avait déjà plus qu'un objectif, rentrer chez elle sans une blessure de plus. Molly rejoignit la touche et s'échoua sur un banc peint aux couleurs du lycée. Sa tête lui faisait affreusement mal. Elles avaient dû lancer la balle vraiment fort. Le professeur s'approcha de Molly et s'agenouilla devant elle. La voyant s'abaisser pour se mettre à sa hauteur, Molly ne put s'empêcher de pleurer. Jamais un blanc n'avait encore fait ça. Molly, tu peux retourner dans les vestiaires si tu veux. Sa voix était douce, et Molly eut envie de s'y accrocher. Qui était cette femme qui ne semblait en rien irritée par sa présence? Molly se demandait si elle arriverait à rejoindre les vestiaires sans s'affaler la tête dans la terre, quand, levant les yeux en direction de la rue, elle remarqua la foule qui se massait derrière le grillage. Au premier plan, plusieurs femmes secouaient le treillage. Elles criaient des choses qui s'embrouillèrent dans la tête de Molly. Il n'y avait personne quand elle était sortie des vestiaires. Elle en était sûre. Or, elles avaient maintenant l'air d'être une quinzaine. Et il en venait encore. Mais qu'est-ce que c'est que... commença le professeur de sport, établissant visiblement le même constat. Sa voix disparut dans une grimace de surprise. Un groupe de femmes escaladait la grille.
Instinctivement, Molly se leva du banc, ce qui lui donna l'impression qu'on lui plantait un poignard dans le crâne. « Attrapez-la » hurlèrent les plus grasses, restés en bas à agiter la clôture. Le professeur poussa Molly en direction des vestiaires. « Va-t'en, rentre, j'appelle la police. » Molly se mit à courir. Mais avec le poignard planté dans le crâne, c'était surhumain. À chaque pas, la douleur marteau piquait sous son front. Derrière elle, les voix commençaient à étrangement résonner, comme si Molly s'était laissée glisser sous l'eau. Elle plissa les yeux. La porte du bâtiment lui semblait si loin. Elle avait l'impression d'être engluée dans une mare de porridge. Elle continua à avancer, la vue brouillée et les jambes récalcitrantes. Au bord de l'évanouissement, elle finit par atteindre la porte d'entrée des vestiaires. Elle voulut poser la main sur la poignée, mais la manqua. Elle s'essuya les yeux. Avant de recommencer, la porte s'ouvrit. Elle s'engouffra à l'intérieur et rassembla ses forces pour rabattre le loquet. Dans le couloir, Esperanza Sanchez s'était levée, un magazine à la main. « Eh ben, qu'est-ce qui se passe? On est déjà fatigué ?» Quelques secondes plus tard, les poings se mirent à tambouriner sur la porte verrouillée. Molly eut juste le temps de voir son guide tanguer avant de s'écrouler sur le sol carrelé. À 13h, les policiers raccompagnèrent Molly chez elle. « Pour une première journée, ça suffit, » avait-il dit. Et Molly, poupée de son, s'était laissée emmener dans la camionnette avec une confiance et un apaisement total. Elle ne releva même pas qu'une assourdissante volée de pierres s'abattait sur la carrosserie. Quelques dizaines de minutes plus tard, le véhicule se gara devant sa maison. Les portes de la camionnette coulissèrent, et Molly constata que sa grand-mère l'attendait sur le perron. Chérie se tordait les mains d'angoisse. Molly regretta presque d'avoir repris ses esprits. Elle se sentait misérable et coupable. La tentative d'agression avait dû être prise en boucle par la radio. Elle imaginait très bien le genre de détails croustillants qui avaient pu être rapportés. Escaladant les grilles du lycée, des hordes de femmes blanches n'ont pas hésité à déchirer leurs jupes pour se lancer à l'assaut de Molly Costello, déjà affectée par un coup à la tête. À l'heure où nous vous parlons, nous ne savons toujours pas dans quel état se trouve la malheureuse étudiante et... Molly inspira un bon coup et brossa sa jupe, chiffon gris de poussière. Elle descendit de la voiture, s'efforçant de se redresser. 165 centimètres de stupéfaction, de souffrance et de déception. Découvrant ce qu'ils avaient fait de sa petite fille, Chérie plaqua sa main devant la bouche. Puis ses yeux s'emplirent de larmes. Molly lui prit le bras et fourra son nez dans son cou. Il sentait le talc et le gardénia. C'était bon et rassurant. Elles s'étreignirent 2 secondes, 2 minutes, 2 ans. Une demi-heure plus tard, après avoir vidé le ballon d'eau chaude, Molly fit son apparition au salon, propre et changée. Elle savait qu'il faudrait parler. Elle ne pouvait pas se taire et les laisser imaginer comment cette journée s'était passée. Elle leur devait bien des explications, c'était la moindre des choses. Sous la douche, tandis qu'elle regardait la mousse disparaître dans la grille de fond, elle avait décidé qu'elle essayerait de rester détachée, être le plus factuelle possible, ne rien dire de sa surprise, de sa déception, du malaise qui avait grignoté son ventre petit à petit, de la sensation de rejet si brutale qu'elle avait ressentie, qui lui avait fait si mal. Elle ne dirait rien, non plus, de toutes les questions qu'elle avait eu le temps de se poser pendant le trajet du retour. Allait-elle vraiment retourner dans cet enfer? Si elle laissait tomber, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que tout pouvait encore redevenir comme avant? Elle avait envie que quelqu'un en décide à sa place, pour ne plus réfléchir. Molly s'assit devant le verre de lait, servi par sa grand-mère, et le porta à ses lèvres. Elle garda quelques secondes le liquide dans sa bouche, heureuse de s'emplir de cette sensation si simple, avant de l'avaler d'un seul trait. La porte d'entrée s'ouvrit à la volée, et sa mère se précipita à ses côtés. « Seigneur, tu es vivante. Plus jamais tu ne remettras les pieds là-bas, tu entends, plus jamais. »« Tout va bien, maman. Tout va bien, » s'entendit répondre Molly. Est-ce elle qui avait réellement parlé? Le lendemain, sur les conseils de Maxine Tate, Molly resta chez elle, comme les 8 autres étudiants
qui avaient tous eu l'impression de tomber dans le même enfer. Au lycée central, la chasse aux noirs avait été lancée. Molly resta devant la télévision en essayant d'organiser ses pensées. L'exercice lui était désormais familier. Elle avait le sentiment que depuis un mois, elle se connaissait mieux. Lors du débriefing organisé par Maxine Tate, les étudiants avaient fini par accepter l'idée qu'en dépit des difficultés, le projet d'intégration ne devait pas être abandonné. Il fallait persévérer, montrer à tout le monde que les Noirs n'étaient pas des victimes ou des lâches, que l'espoir et le courage n'avaient pas de couleur. Cela étant, Molly avait tout sauf envie de retourner au lycée. Pas question que ce soit elle qui soit à nouveau jetée en pâture pour faire avancer la cause de toute sa communauté. Mais alors que faire? Le problème paraissait sans solution. Dans le poste de télévision, une jolie ménagère pimpante en tablier de dentelle blanc s'extasiait sur l'efficacité d'une nouvelle formule de crème à récurer. Molly se leva pour aller changer de chaîne et fronça les sourcils quand elle aperçut le visage du président Eisenhower. Ce n'était pas souvent qu'on le voyait à la télévision. Elle s'assit sur la moquette pour l'écouter parler. Quelques minutes plus tard, quand Chéri la rejoignit, Molly était encore sous le choc de ce qu'elle venait d'entendre. Quelque chose d'absolument incroyable venait de se produire. Une décision historique, sans précédent. « Mais quelle tête tu fais? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Chéri. « On dirait qu'ils viennent d'annoncer que des communistes armés jusqu'aux dents sont aux portes du pays. » Molly secoua la tête. Sa grand-mère ne devinerait jamais. Le président Eisenhower en personne était intervenu dans l'affaire. Dès le lendemain, 1000 soldats de la 101e division aéroportée seraient parachutés à Little Rock pour permettre à Molly et à ses 8 camarades de suivre les cours en toute sécurité. La 101e division. Des hommes qui faisaient la guerre dans le monde entier. En terminant ses explications, Molly eut la chair de poule. Chéri passa son bras autour des épaules de sa petite fille. « Le Seigneur a entendu nos prières. Tu vas retourner dans ce lycée et désormais, rien ne pourra plus nous empêcher d'avancer. » Comme tous les matins depuis une semaine, Grace passa devant les soldats envoyés par Ike Eisenhower. Elle n'avait pas tellement d'expérience en stratégie militaire, mais avait tout de même constaté que certains d'entre eux étaient toujours postés aux mêmes endroits. Entrée principale ou secondaire, à bord des toilettes, angle des couloirs ainsi que tous les recoins un peu sombres derrière lesquels il était facile de se cacher pour tabasser quelqu'un, noir de préférence. Plutôt que d'emprunter l'escalier qui menait directement à la salle de cours, Grace obliqua dans le couloir à droite. Depuis qu'elle y avait remarqué un jeune soldat extrêmement timide, elle mettait un point d'honneur à défiler devant lui, rien que pour le plaisir de voir son trouble quand elle lui souriait. Comme Grace l'avait prévu, le visage du soldat vira au rose. Satisfaite de l'effet qu'elle produisait sur lui, Grace poursuivit son chemin, contrainte de refaire le tour complet du rez-de-chaussée. Elle marchait le dos droit et la tête haute. On ne prenait jamais assez de précautions en matière de séduction. Elle aurait pu croiser Sherwood à tout instant. Tandis qu'elle grimpait l'escalier, appréciant le claquement de ses nouvelles chaussures sur la pierre, elle repensa à lui. Voilà plusieurs fois qu'il lui manifestait des signes certains de son intérêt, et Grace était très confiante sur l'issue du combat. Encore quelques efforts, et Grace Anderson serait la cavalière de Sherwood Sanders lors du bal de fin d'année. Il ne lui manquerait plus qu'une paire de collants crissants sous une robe hors de prix, et elle serait comblée. En débarquant dans le couloir du 3e étage, Grace manqua de se cogner à Brooke, occupée à distribuer des papiers. Elle en attrapa un au vol. « Nous sommes dans un état assiégé. Résistons pour défendre nos droits et notre sécurité. Ségrégation hier, ségrégation aujourd'hui, ségrégation demain. » Elle recroquevilla sa main autour du papier avant de le glisser dans une poche perdue dans les plis de sa jupe. Grace ne se sentait pas particulièrement philonègre, comme on qualifiait désormais Eisenhower et tous ceux qui lui donnaient raison. Mais elle se demandait tout de même ce qui justifiait un tel comportement envers ces 9 noirs. C'est vrai, on ne les connaissait même pas. À peine avait-on entendu le son de leur voix.
Et puis, surtout, personne n'était obligé de travailler avec eux, encore moins de leur parler. On pouvait tout aussi bien les ignorer. Grace croisa de nouveau Brooke, qui lui tendit une cinquantaine de prospectus. « Tiens, aide-moi !» Sans attendre une quelconque réponse, elle lui fourra les affichettes dans les mains. Grace serra les dents. Franchement, elle avait autre chose à faire que de distribuer un tas de papiers qui allaient lui tacher les doigts. D'ailleurs, le comportement de Brooke commençait à franchement la lasser. Pourquoi s'acharnait-elle de la sorte? Ce n'est pas comme si elle avait à convaincre qui que ce soit. Dans leur écrasante majorité, tous les étudiants ne souhaitaient qu'une chose, faire dégager ces 9 cinglés. Grace, elle, pensait désormais qu'il valait mieux se rendre à l'évidence. L'intégration était en marche. Autant s'habituer tout de suite à les avoir sous le nez, car qui sait, peut-être que l'année suivante ils seraient encore plus nombreux. Mais elle gardait ses réflexions pour elle. Ce n'était vraiment pas le moment de se brouiller avec Brooke, alors qu'elle était si proche de mettre son gros poisson de frère dans ses filets. Grace fit quelques pas dans le couloir. Quand elle fut sûre d'être hors de portée de vue de Brooke, elle se débarrassa des papiers dans la première poubelle venue. Comme elle vérifiait l'état de propreté de ses mains, elle aperçut justement Molly Costello qui arrivait, accompagnée du soldat qui la suivait désormais partout. Grace se demandait combien de temps il resterait. Dans une émission de radio, la mère de Brooke avait beuglé que c'était scandaleux. « Vous rendez-vous compte de l'argent que coûte la protection de ces nègres aux contribuables ? 3 millions de dollars. Oui, vous avez très bien entendu, 3 millions de dollars !» Comme elle retournait vers sa classe, Grace se demanda ce qu'elle pourrait bien faire d'une somme pareille. Convertie en robe et en chaussures, cela ferait une sacrée penderie. La voix d'Anton la fit redescendre sur terre. Du doigt, le jeune homme pointait Molly. « Hé, regardez qui voilà ! Quelqu'un des cacahuètes ?» Ses copains hilares lui tapèrent dans le dos, et Anton se lança dans une imitation de singe qui fit se tordre de rire la classe entière. Grace scruta le visage de Molly, qui n'avait même pas modifié sa cadence. Elle était franchement admirative de son courage et de sa ténacité, surtout après ce qui lui était arrivé le jour de la rentrée. Elle-même était très persévérante. Mais à la place de cette fille, elle était sûre qu'elle ne serait jamais revenue au lycée. Ou alors, elle l'aurait fait pour une seule chose, se jeter sur le premier blanc venu et lui crever les yeux, avec ses ongles laqués. Mais non, à l'inverse, Molly revenait tous les matins, les yeux baissés. Elle recevait n'importe quel projectile ou injure en silence, ce qui avait le don d'exciter encore plus ses assaillants, loin d'être intimidée par la présence du soldat. À la cafétéria, dès qu'elle ou l'un des autres étudiants entrait, c'étaient des cris d'animaux à n'en plus finir, des jets de nourriture ou même des canettes de soda. Une fois, Norman Walls avait reçu une bouteille pleine de grappets de cola à l'arrière du crâne, avec tellement de force qu'elle avait fini le visage dans son assiette. Tout le monde avait hurlé de rire en tambourinant sur les tables avec les poings et les couverts, tandis que Norma sortait de la pièce, tentant de contenir le sang qui commençait à ruisseler. Les autorités du lycée avaient fini par réagir, et depuis cet épisode, les 9 pouvaient emporter leur plateau dans une pièce à part. Tu parles d'une intégration. Grace regarda Molly disparaître dans la classe, pendant les quelques minutes qui restaient. Elle allait attendre que le cours commence, à sa place habituelle, dans une zone où désormais plus personne ne s'asseyait. Le professeur entra et Grace s'installa à son bureau. Elle déballait ses affaires quand elle remarqua stupéfaite que Dorothy allait prendre place aux côtés de Molly. Grace sortit du lycée. Il était 17 heures. Le ciel était encore bleu, mais les températures avaient descendu d'un cran. Cette fois, l'automne arrivait. Elle prit la direction du petit parking où son père venait les récupérer, son frère et elle. Une rutilante Chevrolet bleue la dépassa à toute allure, et Grace eut le temps d'apercevoir un étudiant au volant. Elle espéra que son père ne remarquât pas le bolide. Ce n'était sûrement pas avec ce genre de spectacle qu'il accepterait de lui offrir une voiture quand elle aurait son permis. La Chevrolet disparut au coin de la rue et Grace ne put s'empêcher de repenser à ce qui venait d'arriver pendant le cours d'histoire. Après que Dorothy se fut assise à côté de Molly, Grace avait jeté un œil interrogatif à Brooke. Celle-ci lui avait répondu par un petit signe de tête rassurant, et pendant tout le cours, Grace avait eu un mauvais pressentiment. Contre toute attente, l'heure s'était déroulée normalement, ponctuée des habituelles insultes et injures racistes circulant dans les airs ou sur papier blanc. Anton avait même juré qu'il ferait la peau à Molly, pour vérifier de quelle couleur était son sang. Le soldat qui protégeait la fille l'avait fixée pendant quelques secondes, et Anton avait fini par se calmer. C'était à la fin du cours que les choses avaient pris une tournure particulière.
Grace avait clairement vu Dorothy parler à Molly. C'était la première fois qu'une chose pareille arrivait. La pauvre fille avait été tellement surprise qu'elle avait regardé Dorothy, les yeux et la bouche grands ouverts, aussi expressive qu'une truite sur l'étal d'un poissonnier. Puis la sonnerie avait retenti, et Molly était sortie en hâte de la classe, suivie de près par le soldat. Grace arriva sur le parking de l'autre côté de la rue. Au fond, la voiture de son père ronronnait. Kate était déjà installée. Tous deux devaient l'attendre en écoutant la radio ou en évoquant la journée passée. Son père se montrait toujours très concerné par ce qui se passait au lycée depuis la rentrée. Grace traversa la rue et aperçut le cadavre d'un chat qui visiblement venait de se faire écraser. Son sang était rouge brillant et une sorte de substance bleuâtre et visqueuse sortait de son flanc. Son corps était parcouru de tressautements. Grace repensa à la Chevrolet bleue et fit un écart sur le côté, le cœur soulevé. Comme chaque matin, Molly se réveilla en réalisant qu'aujourd'hui encore, il fallait y aller. Elle attrapa une robe de chambre et descendit à la cuisine pour prendre son petit déjeuner. Avec le temps, elle avait pensé que, au lycée, la situation s'améliorerait. Mais au contraire, elle avait l'impression que chaque jour était pire que le précédent. L'intégration avait légalement été entérinée. Leur sécurité était quasiment assurée par la présence des soldats, mais ce n'est pas pour autant que les Blancs avaient abandonné. Ils avaient simplement changé leur fusil d'épaule. Leur stratégie est claire, avait expliqué Conrad la veille au déjeuner. Ils veulent nous pousser à la faute, nous provoquer jusqu'à ce que l'un de nous réagisse. Et à ce moment-là, avait répété Madeleine. À ce moment-là, bam! Au moindre faux pas, on sera viré. Le conseil d'administration de l'école n'attend que ça. Puisque la loi est de notre côté, c'est la seule solution qui leur reste. Nous renvoyer à cause d'un comportement inapproprié. Inapproprié? Et le leur de comportement? Comment est-ce qu'il est? Avait lâché Thelma amère. Molly avait soupiré. À comportement égal, ce n'était pas demain la veille qu'un noir serait jugé comme un blanc. Un blanc pouvait vous insulter, vous cracher au visage, vous frapper, vous pendre à un lampadaire. Il aurait toujours raison. Les noirs, eux, avaient simplement le droit de se laisser faire sans broncher. Molly avait alors ajouté « Il y a aussi une autre solution, que l'on parte de nous-mêmes. » Elle y avait souvent pensé. Molly sortit un bol et des couverts. Elle n'avait toujours pas récupéré son appétit d'avant, mais elle arrivait maintenant à avaler quelques cuillères de porridge. Grâce à la présence des soldats d'Eisenhower, et en particulier à Danny, son ange gardien, elle ne craignait plus pour sa vie. « Comment ça va ?» s'enquit sa grand-mère depuis le seuil de la cuisine. « Comme d'habitude » souffla Molly en tournant la tête vers elle. Molly s'attabla et sa grand-mère s'installa juste en face d'elle, dans sa chemise de nuit à petites fleurs mauves. Elle lui attrapa les mains. « Noir ou pas, on finira tous avec la peau fripée, pensa Molly. Molly, je ne sais pas exactement ce que tu vis là-bas, mais je suis encore assez lucide pour comprendre que ce doit être très difficile. Molly avala sa salive. Personne ne pouvait se mettre à leur place. Personne, à part eux 9, ne pouvait savoir ce que c'était d'avoir 15 ans et d'être humilié à longueur de journée, de se sentir si inférieur et d'être seul, à part pour le déjeuner. Molly n'avait personne à qui parler. Autant elle avait réussi à se forger une carapace contre les insultes, autant elle n'arrivait pas à s'habituer à cette affreuse solitude. La sempiternelle question que se posait Molly refit surface. Pourquoi ne voit-il pas que je suis Molly? Pourquoi ne voit-il que ma peau? Fit Chéri les yeux brillants. Les paroles de Molly lui tordaient le ventre. Elle se reprit et lui planta son index dans la poitrine. N'oublie jamais une chose, ma fille. Ce n'est pas contre toi personnellement qu'ils en ont. C'est contre nous tous. C'est comme ça depuis toujours. Molly fronça les sourcils. Mais alors,
Tu crois que ça sert à quelque chose que... Oui, j'ai confiance en notre Seigneur. Les choses changent, même ici dans le sud. À Montgomery, il a posé sa main sur Rosa Parks. Aujourd'hui, c'est sur vous neuf, à Little Rock. Sur toi, Molly Costello. Molly fixait sa grand-mère. Elle n'avait jamais envisagé les choses de la sorte. Peut-être que, en effet, c'est Dieu qui l'avait placée ici et maintenant, pour que son dessein se produise. Elle aima cette pensée. Elle était soulagée. Cela signifiait qu'elle n'était responsable de rien. Une grande bouffée de courage gagna Molly. Aujourd'hui encore, elle irait au lycée. Et demain, et encore après-demain. Tant que Danny était là, elle n'avait rien à craindre pour sa sécurité. Le reste, elle avait appris à en faire son affaire. Sa grand-mère avait raison. Elle devait avoir confiance, garder espoir. Dieu ne la laisserait pas tomber, pas maintenant. Et si tel était le cas, ce serait la preuve qu'il n'existe pas, ce qui était inconcevable. D'ailleurs, la veille, cette fille en cours d'histoire, cette Dorothy, ne lui avait-elle pas souri? Il était 10 heures du matin, et le cours allait commencer. Grace et Judy arrivèrent ensemble devant la classe. Grace, qui était pourtant aussi exubérante que Judy était réservée, se sentait maintenant plus proche d'elle qu'elle n'avait jamais été de Brooke. Cette dernière était déjà là, flanquée de Dorothy, et visiblement les deux complices piaffaient d'impatience. Grace eut à nouveau le sentiment diffus que quelque chose de désagréable allait se produire. Elle donna un coup de coude à Judy. « Tu ne les trouves pas bizarres, toi, aujourd'hui » Judy hocha la tête. « Oui, à mon avis, elle prépare un truc contre cette pauvre négresse. » Grace s'approcha de Brooke et de Dorothy. « Salut les filles !»« Salut !» s'empressa de répondre Judy. « Brooke, j'adore ta coiffure !» Celle-ci ne répondit rien. Ses yeux étaient posés sur le col de fourrure de Grace, retenu sur ses épaules par un lien de satin. « Oh, joli col, Grace !» Grace sourit. C'était la troisième personne qui lui faisait la remarque. Elle avait eu 1000 difficultés à trouver cet accessoire, mais visiblement son entêtement avait payé. « Où est-ce que tu l'as acheté ?» Grace dégaina la réponse qu'elle avait préparée. « C'est un cadeau de mon oncle. Il revient de Paris. » Est-ce que Brooke croirait ? Elle n'allait quand même pas lui révéler aussi facilement la provenance de ce col, alors qu'elle avait eu tant de mal à se le procurer. Grace changea de sujet. « Alors, quoi de neuf ? Dorothy, tu vas vraiment te rasseoir à côté de Molly ? Je t'avoue que Judy et moi, on n'a pas très bien compris. » Brooke lui coupa la parole, l'œil amusé. « Vous êtes vraiment niaise !» Judy se tordit nerveusement les mains et demanda d'une voix encore moins audible que d'habitude. « Non, mais c'est juste qu'on voulait savoir. Oh, toi, la ferme !» La tête de Judy rentra dans ses épaules, comme si Brooke lui avait donné un coup sur le crâne. « Ok, lâcha Grace. » Elle tourna les talons et regagna sa place. Les cris commencèrent, et Grace comprit que Molly était arrivée. Quand cette dernière aperçut que, comme la veille, Dorothy était déjà installée sur le bureau mitoyen, elle marqua un temps d'hésitation. Grace ne put décider si son visage reflétait la surprise, l'incompréhension, la méfiance ou le soulagement, ou tout cela en même temps. Molly s'avança lentement, les yeux baissés comme à son habitude. Grace avait remarqué que la majorité des Noirs se comportaient de la sorte. Pas étonnant qu'ils se fassent traiter comme des serpillères, pensa-t-elle. Ils n'osent même pas nous regarder dans les yeux. Molly se glissa sur sa chaise comme une anguille, en évitant bien de regarder Dorothy, qui était pourtant toute tournée vers elle. « Et Grace, ça te dirait de boire un verre après les cours ?» Grace fit volte-face et dévisagea Philippe, l'étudiant qui partageait son bureau. Il avait le teint si clair qu'on pouvait voir ses veines battre sur ses tempes, et Grace le trouva encore plus horripilant que d'habitude. Elle le fusilla du regard. « Non !» Laissant Philippe à sa mortification, elle se retourna vers Molly et Dorothy. Elle ne voulait rien perdre de la scène. Au bout de quelques secondes, Grace entendit distinctement Dorothy murmurer « Alors Molly, tu ne me dis pas bonjour ?» La jeune fille leva lentement la tête vers Dorothy, qui souriait, la tête légèrement inclinée sur le côté. Grace connaissait très bien Dorothy, et à ce moment-là, elle sut que son sourire était tout sauf sincère. Mais que pouvait-elle faire ? Molly ne courait visiblement aucun danger. Dorothy n'aurait jamais tenté de la frapper au beau milieu de la classe. Avec le soldat qui était posté à la porte d'entrée, cela aurait été stupide. Grace se mordit la lèvre. Foutue intégration. Elle aurait mieux fait de ne pas venir aujourd'hui. Molly esquissa un sourire, et le cœur de Grace se serra.
quand elle y lut de la reconnaissance et de l'espoir. D'une voix faiblarde, Molly chuchota « Bonjour, Dorothy ». Dorothy approcha alors son visage près de celui de Molly et lui répondit en lui attrapant le menton. « Pour qui tu te prends? Depuis quand les nègres adressent-ils la parole aux blancs ?» Elle avait lentement levé son poing fermé au-dessus de la tête de Molly. Elle le retourna subitement. Une substance noire s'en déversa, atterrissant bientôt sur le visage de l'étudiante, avant de ruisseler sur son menton. La surprise lui coupa le souffle. Octante, elle levait les bras devant elle, à la recherche d'un support auquel s'agripper. Grace était horrifiée. Le chemisier jaune de Molly, propre et bien repassé, était maculé de coulées d'encre du col jusqu'à la poitrine et dans le dos. Toujours aussi sérieuse, Dorothy se leva. Elle laissa tomber la fiole d'encre par terre. « Voilà pour toi, au cas où tu aurais oublié que tu étais noire. » Dans la classe, les étudiants hurlaient, sifflaient, tapaient des mains et des pieds. Miss Olson, toujours aussi dépassée, tapa sur la table sans effet. Le succès de Dorothy avait galvanisé l'assemblée. Molly demanda la permission de sortir de la classe, qui lui fut accordée, et pour la première fois, Grace oublia la peau noire de la jeune fille. Elle voyait juste une adolescente blessée qu'elle avait terriblement envie de réconforter. Grace ouvrit son casier et y fourra son livre d'histoire. Comme son armoire, il était affreusement désordonné. Déplaçant la pile à la recherche du manuel dont elle avait besoin pour le cours suivant, elle tomba sur un ancien Harper's Bazaar dont elle ne se souvenait plus. Sur la couverture, le mannequin souriait, et Grace trouva que sa voiture rappelait celle de Dorothy. Dorothy, Dorothy, Dorothy. Grace répéta le nom dans sa tête. C'est étrange, il ne résonnait plus de la même façon qu'avant. Elle replaça le magazine là où elle l'avait trouvé. Elle avait beau essayer de penser à autre chose, la scène du cours précédent n'avait de cesse de lui revenir en tête. Le pire, c'est qu'elle avait pris conscience qu'elle était quasiment la seule à avoir été choquée, à part peut-être Judy. Elle aurait aimé lui en parler, mais elle ne savait pas si elle pouvait vraiment lui faire confiance. Judy était pétrie d'admiration pour Brooke et ne dirait rien qui risquerait de lui déplaire. De plus, si jamais on les entendait, Grace serait bientôt considérée comme une intégrationniste et s'en serait aussitôt finie de sa popularité au lycée. Elle risquait peut-être même de se faire agresser. C'était d'ailleurs ce qui était arrivé à une amie de ses parents, qui avait retrouvé une croix du clan plantée dans le pare-brise de sa voiture. Un mot doux y était punaisé. Salope d'intégrationniste, la prochaine fois, ce n'est pas dans ton pare-brise qu'on la plantera. Ayant enfin mis la main sur le manuel qu'elle cherchait, Grace referma la porte sur le fouillis de son casier. Elle se retourna et laissa tomber le livre. Sherwood lui faisait face. Depuis quand était-il là? Elle ne l'avait pas du tout entendu arriver. Le jeune homme sourit. « Hey, t'es bien nerveuse !» Immédiatement, Grace bascula les épaules en arrière et releva le menton. Un port de tête altier, ça vous retape n'importe quelle silhouette, lui répétait sa mère depuis qu'elle était petite. Sherwood eut une petite moue narquoise. « C'est moi qui te mets dans cet état-là ?» Grace rétorqua. « Tu es beaucoup trop sûre de toi. J'étais surprise, c'est tout. Comment ça va ?»« Très bien. » Sherwood était si près qu'elle avait l'impression qu'il allait la manger. C'en était presque angoissant. Délicieusement angoissant. Comme la sonnerie retentissait, Sherwood se dépêcha d'ajouter « Grace, avec quelques copains, on va au bowling demain après-midi. Tu veux venir ?» Grace jubila. Ça y est, il avait mordu. Elle s'efforça de respirer profondément pour ne pas lui laisser croire qu'elle était transportée de satisfaction. Elle répondit « Pourquoi pas? J'avais d'autres projets, mais j'imagine qu'une partie de bowling me changerait les idées. » Elle ajouta en souriant « Mais je te préviens, sur la piste, je suis imbattable. » Sherwood répondit en riant « Je n'en attendais pas moins de toi. Alors à demain. Je passe te chercher vers 14h. J'habite... Ne t'inquiète pas, je sais déjà. » Sherwood tourna les talons, et Grace décida que c'était la meilleure journée qu'elle avait passée depuis un bon bout de temps. La pendule indiquait 13h50. Grace était déjà prête depuis une bonne demi-heure et tournait en rond dans le salon. Minnie astiquait les meubles en fredonnant. Elle s'arrêta soudain, les poings sur les hanches. Du menton, elle désigna la moquette. « Vous allez finir par me faire un trou dedans. Vous ne voulez pas vous asseoir un peu? Vous me donnez le tournis. » Grace secoua la tête. « Ah non, certainement pas. Si je m'assois, je vais être toute froissée. Et dans la voiture de Mr. Sanders, vous allez rester debout? Tu sais aussi bien que moi, c'est la première impression qui compte. » Elle avait mis sa plus jolie jupe, la blanche, qui était aussi la plus courte, et avait savamment bouclé ses cheveux, de façon à ce qu'ils paraissent naturels, lorsque Minnie avait passé plus d'1 heure à batailler avec le fer à friser.
C'est quand même dommage que je n'ai pas de paire de collants, regretta Grace. J'ai l'impression que je suis la seule à ne pas avoir le droit d'en porter. Tu n'en aurais pas, toi, à me prêter? Minnie éclata de rire et leva sa jambe ronde. Vous me voyez, moi, saucissonner dans un de ces machins pour pin-up? Et puis, même si j'en avais, vu ma taille de guêpe, on pourrait vous faire tenir tout entière dedans. Grace soupira. Mais non, je veux dire, ta fille, elle n'en a pas? Minnie leva les yeux au ciel et se remit à astiquer le buffet. À 14h03, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Grace se figea au milieu de la pièce. Oh, mince, qu'est-ce que je fais là? Attends pour aller lui ouvrir. Je monte dans ma chambre. Il ne manquerait plus qu'il croie que je l'attends. La domestique regarda Grace s'enfuir dans sa chambre, puis se dirigea vers la porte d'entrée en secouant la tête. Cette gamine était impayable. Sherwood ouvrit la porte du bowling hall et invita Grace à le précéder. Pendant le trajet en voiture, celle-ci avait enfin pu discuter avec lui sans être dérangée. Le sentiment de pouvoir qu'elle avait alors ressenti l'avait exaltée. Dommage que le trajet n'ait pas été plus long. Cela faisait un moment que Grace n'avait pas mis les pieds au bowling, mais elle constata que tout était resté identique à son souvenir. Ambiance confinée, odeur de cire et de pop-corn, claquement de quilles et roulis de boules sur le parquet. Ils se dirigèrent vers un groupe de jeunes étudiants. Parmi tous les visages présents, Grace reconnut celui de Lucie. Une bouffée de satisfaction l'électrisa. Cette pain-bêche allait être verte de rage de la voir arriver au bras de Sherwood. Les amis de Sherwood saluèrent Grace, les regards pleins de sous-entendus, et une partie s'engagea. La chaleur, les regards qui coulaient sur son corps, les odeurs, la présence de Sherwood, Buddy Holly dans le jukebox, Grace était grisée. Grace n'avait pas perdu la main, et après quelques essais moyens, elle réussit 4 strikes coup sur coup. Tout en avalant une bière, Sherwood la regardait avec étonnement, ce qui ne fit que redoubler la confiance de Grace, qui n'aimait rien tant que de se sentir admirée. Après quelques parties, Sherwood s'affala sur un siège de velours gris. Il fit signe à Grace de le rejoindre. « On dirait que tu as fait ça toute sa vie », lui dit-il en plaçant son bras sur le dossier du fauteuil derrière elle. Grace sourit. L'après-midi se déroulait merveilleusement bien, exactement comme elle l'avait prévu.